Christelle, je te laisse donc la parole et je vais m'éclipser un court moment. Ouais. Tiens, Hop. Merci. Fais gaffe à tes fiches. Ouais. c'est pas moi ça aussi? Si, je pense. Pardon. Mesdames, Messieurs, merci d'être présents ce matin pour cette séquence consacrée à l'évolution du réseau officinal. L'idée maintenant est d'ouvrir ensemble un temps d'analyse et de réflexion sur une question qui touche au cœur même de l'accès aux soins, la soutenabilité du maillage officinal français. Le constat aujourd'hui est sans appel. Comme l'a rappelé la Cour des comptes dans son rapport du 26 mai 2025, le réseau officinal perd de sa densité. Le nombre de fermetures annuelles a plus que doublé, passant de 95 pharmacies par an entre 2007 et 2014 à 211 par an depuis 2015. Dans le même temps, le nombre d'habitants desservis par pharmacie a augmenté de 26% et la France a reculé du 3e au 15e rang européen en matière de densité officinale. Ce recul a des conséquences très concrètes pour nos concitoyens. Le temps moyen d'accès à une officine a progressé de 7% entre 2020 et 2023 et le nombre de communes situées à plus de 15 minutes d'une pharmacie a augmenté de 18%. Ces chiffres traduisent une dégradation réelle de l'accessibilité, notamment dans les territoires ruraux et périurbains. Derrière ces indicateurs se pose une question cruciale. Le modèle économique actuel permet-il encore de garantir un maillage officinal cohérent et viable à long terme? Car si les causes de cette érosion sont multiples, démographie professionnelle en berne, transmission difficile, évolution réglementaire, l'enjeu économique reste central et c'est précisément l'objet de cette séquence. Pour mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre, nous allons entendre deux analyses complémentaires. Antoine Collet, directeur des panels, et Flore Coudy, directrice marketing et communication de l'Institut IQVIA, nous présenterons d'abord un bilan macroéconomique du secteur officinal en s'appuyant sur les dernières données consolidées de 2024. Cette lecture d'ensemble nous permettra de cerner les tendances de fond, évolution des volumes, des marges, de la structure des rémunérations et du poids croissant des missions dans l'équilibre économique des officines. Dans un second temps, Emmanuel Leroy, chez Rich Conseil, nous proposera une approche territorialisée en s'attachant à croiser les données économiques avec les typologies d'officines et les spécificités locales. Cette analyse visera à mieux identifier les zones les plus exposées, les modèles les plus résilients et les facteurs de vulnérabilité qui se renforcent ou se déplacent. Ces deux éclairages doivent nourrir une réflexion collective sur les leviers activés. Faut-il repenser les mécanismes de soutien territorial? Comment sécuriser la transmission des officines dans les zones sous tension? Et surtout, comment garantir à la fois l'indépendance économique du réseau et sa capacité à répondre aux besoins de santé des populations? Je vous remercie pour votre attention et je laisse maintenant la parole à nos intervenants. Merci Christelle, merci Laurent pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes avec Flore heureux de commencer en fait ces assises du maillage pharmaceutique, dans lesquelles on va essayer d'éclaircir en fait par rapport à toute l'actualité d'économie d'officine. Avant de commencer, je vais peut-être te laisser Flore te présenter pour. Merci Antoine. Bonjour à tous. Effectivement, nous sommes ravis d'être là aujourd'hui, de vous présenter ces chiffres de cadrage, ces informations qui vont vous donner, comme l'illustrait M. Kouchner, un aperçu de ce qui se passe sur le réseau officinal en France. Et donc, je suis Flore Coudy, moi je m'occupe du marketing chez IQVIA.
Merci Flore. Et moi, Antoine Collet, panel IQVIA. Avant de commencer, juste Christelle, en fait, vu que vous nous invitez aujourd'hui, on a pris des chiffres en fait, au dernier cumul mobile annuel de 2025, donc c'est des chiffres plus frais. Voilà. Alors Flore, je te laisse commencer. Voilà, donc je vous propose pour commencer un aperçu une sorte d'état des lieux, une photo à date du chiffre d'affaires du réseau officinal en France. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de carrés sur fond vert, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en général. Ça veut dire qu'on est sur des taux de croissance qui sont positifs. Si on regarde en détail comment se décompte, comment se détaille cette photo, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on est sur un chiffre d'affaires total de un peu plus de 47 milliards d'euros à fin mai 2025, en croissance de plus 4,7. Désolé, les chiffres sont tout petits, mais 4,7, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Voilà, donc une croissance qui est due notamment à la croissance constatée des médicaments remboursables, qui, vous le voyez, totalisent un peu plus de 60% de ce chiffre d'affaires, qui sont effectivement en forte croissance d'un point de vue chiffre d'affaires, néanmoins une répartition volume, une croissance volume qui est flat. Donc c'est principalement la croissance des médicaments à prix très élevé qui génère cette croissance. Je pense notamment à un Keytruda, un Yescarta. Donc ces médicaments qui valent très cher et qui, de ce fait, ont une influence forte sur cette croissance. À noter également la croissance forte des dispositifs médicaux remboursables que vous pouvez voir juste là. Là, principalement dû à la croissance pérenne qui dure depuis plusieurs années maintenant des lecteurs de glycémie. Et puis le hors AMM aussi continue sa croissance, on le voit à plus 6%, notamment du fait des dynamiques fortes des marchés comme la dermocosmétique. Eh ben merci Flore. Et peut-être en détail un peu plus sur l'économie, à contraster quand même. Alors j'appuie sur le petit bouton, hop, on est bon. Voilà, merci Antoine. Un autre aperçu, là encore avec des chiffres qui sont plutôt en croissance, mais qui recouvrent une réalité qu'il faut nuancer. Regardons effectivement les indicateurs clés que nous suivons chez IQVIA. Le premier, c'est l'évolution du nombre d'officines en France. Et je crois que Christelle, vous l'avez évoqué. Nous sommes alignés avec ce que vous évoquiez, à savoir une baisse de moins 0,6% à mi-année 2025. En moyenne, c'est une pharmacie qui ferme par jour ouvré en France depuis une dizaine d'années maintenant. Donc une baisse qui effectivement est continue depuis 10 ans. Si je peux me permettre, pour ajouter par rapport à cela, Christelle, vous avez présenté 2024. Là, ça montre qu'on a plus d'une centaine de pharmacies qui ont déjà disparu en 2025. Exactement. Néanmoins, un chiffre d'affaires annuel qui continue à croître, on le voit, de plus 6%. À nuancer là encore dans le fait que, vous le savez, la dispersion des pharmacies est de plus en plus forte du chiffre d'affaires des pharmacies. On a de plus en plus de très grosses pharmacies qui, elles, vont générer la croissance, qui vont être sur des taux de croissance particulièrement élevés, alors que de l'autre côté, les petites pharmacies, elles, ont tendance à avoir des chiffres d'affaires qui se réduisent d'année en année. Donc cette dispersion en fait du profil des pharmacies s'accentue de plus en plus vite depuis une dizaine d'années particulièrement. La marge brute également a retrouvé un bon niveau de croissance depuis la baisse de l'inflation il y a 2 ans. On est à un niveau de croissance de plus 4% versus la même période de 2024. Donc là encore, quelque chose d'assez positif. Et puis regardons le panier moyen. Le panier moyen, on le met souvent aussi en lien avec la fréquentation à l'officine. Donc ce panier moyen, il augmente et on a l'habitude de regarder 2 types de paniers, le panier des produits remboursables et le panier du comptoir, donc du non remboursable. Et les deux, quand on regarde, sont en croissance, même si c'est plus le remboursable qui va tirer la croissance pour les raisons qu'on évoquait en début d'analyse. Et puis la fréquentation, je le disais, elle augmente de 2% en moyenne. On est un peu plus de 1100 passages jour dans les pharmacies en France. Alors attention Fleur, parce que ces chiffres-là paraissent, c'est un peu trompe-l'œil si je puis me permettre. Si on va reprendre en fait dans le cadre des assises et surtout les maillages, si je reprends en fait, comme j'ai pu vous dire, en fait, on a déjà une centaine de pharmacies qui ont fermé. Ce qu'on a essayé de faire à travers en fait le livre blanc, c'est d'essayer de faire un profiling des pharmacies qui ont fermé jusqu'à présent et quelles sont les pharmacies en fait en difficulté. Si vous voyez en fait cette slide, en fait c'est un peu, je dirais, une photographie. Alors attention, il ne faut pas en faire une généralité, c'est vraiment une moyenne telle que vous pouvez avoir. C'est-à-dire quel type
de pharmacies on a perdu sur le maillage sur le territoire français jusqu'à présent? En fait, ce sont des officines autour de 1,3 million de chiffre d'affaires. Vous voyez, on parlait de 2,3 millions au niveau de la moyenne en fait, nationale. Là, on est sur du 1,3 million. Sachant qu'à partir de là, sur cette base-là, il faut savoir que 40%, ce sont des pharmacies qui ont moins d'1 million de chiffre d'affaires. Ça vous laisse imaginer en fait, la difficulté actuelle qu'il peut y avoir. En termes de géographie, on retrouve en fait, la zone, je dirais, la diagonale du vide, où vous allez retrouver, alors, à travers en fait, ce petit picto, mais ce sont en fait des zones sur lesquelles on a perdu le plus en fait, de pharmacies d'un point de vue densité. Autre point, quel est le profil en fait, de ces pharmacies qui ont fermé? Ce sont plutôt des pharmacies avec des pharmaciens, des titulaires plutôt âgés, donc qui soient en retraite ou alors qui n'ont pas réussi à vendre en fait, leur pharmacie, avec une équipe officinale qui est plutôt réduite par rapport à la moyenne. Donc soit le pharmacien est tout seul avec sa femme, soit il est tout seul tout court, mais en tout cas, si on reprend par rapport à la moyenne, on est en deçà de cela. Un autre point qu'on a pu mesurer à travers en fait, notre référentiel OneKey, c'est que dès le moment où vous perdez en fait, sur un territoire des prescripteurs, des médecins généralistes ou des autres spécialités, sur un territoire où vous perdez 20% de prescripteurs, vous avez un risque de 12 à 15% de perte au niveau de officines. Et ça, vous voyez vraiment la corrélation qu'il peut y avoir entre les deux. Un autre point, et ça aussi, je pense que c'est deux indicateurs qui peuvent être très intéressants, c'est qu'au niveau de ce qu'on a mesuré, 20% des officines qui ont fermé n'adhéraient pas à un groupement. Lorsqu'on sait qu'actuellement, on sait que plus de 9 pharmacies sur 10 adhèrent à un groupement, là vous voyez qu'il y a 10 points d'écart par rapport à ce qu'on peut avoir. Et en dernier point, c'est d'un des sujets, je pense, qu'on pourra échanger au cours de ces tables rondes, c'est la digitalisation. 2/3 des pharmaciens sont réfractaires au niveau de la digitalisation qu'il peut y avoir dessus. Alors, ceci, on a essayé de faire à travers ce livre blanc un forecast, une projection. On va refaire. Si je reprends à date au niveau des chiffres, vous voyez qu'on a fini par rapport au Conseil de l'Ordre, les chiffres 19 627 pharmacies telles qu'il peut y avoir dessus. La présentation de Flore, elle vous a déjà montré qu'on a déjà perdu plus d'une centaine. À projection 2030, en fait, on va perdre plus d'1 millier d'officines. Donc, on est autour des 1300 officines qui risquent de fermer dessus. Avec, évidemment, on parle de maillage, et je pense qu'autour de ces tables rondes, cher Laurent, cher Christelle, c'est ce dont on va parler. En fait, évidemment, des inégalités d'un point de vue territorial. Et cela, en fait, c'est tout ce qui est l'enjeu en fait qu'il va falloir avoir par rapport à cela. Je vais enfoncer des portes, on pourrait parler beaucoup de choses, je vais conclure dessus. C'est quel type aussi, il faut voir que ces dernières années, on a vu apparaître en fait des nouveaux services à l'officine, et ça en fait, ça peut faire réfléchir, et j'espère que ce sont des thèmes qu'on abordera en fait au cours de ces tables rondes. Notamment, je voulais revenir en fait sur ces nouveaux services à l'officine, comme vous pouvez avoir les nouvelles missions qui sont arrivées en termes de TROD, en termes de vaccination notamment, mais aussi en fait les entretiens tels qu'il peut y avoir. Le graphique que vous avez, en fait, l'histogramme que vous avez à gauche, c'est un peu le bilan annuel tel qu'on l'a pu faire. Vous voyez que jusqu'en 2022, la Covid était vraiment prédominante et on a eu une chute telle qu'il peut y avoir au niveau de 2023. Sont arrivés en fait la vaccination, les TROD et tous les nouveaux services en fait autour de la pharmacie qui ont permis en fait d'avoir plus d'actes, et vous voyez des croissances en fait autour de 13% d'un côté. Et si je fais le même exercice par rapport au cumul mobile annuel à date, c'est-à-dire au mois de mai, vous voyez que la croissance à comparaison, on est plus autour des 30%. 34, oui, je vois pas très bien. Mais en tout cas, vous voyez que notamment le rappel vaccinal est quelque chose en fait en prédominance au niveau des officines. Et j'en veux pour preuve en fait en termes de rémunération, c'est aussi en fait un axe fort de rémunération, une rémunération qui se diversifie. Là, on était en fait autour plus de la grippe, on était autour de la Covid. Vous voyez que de plus en plus, on voit les nouvelles rémunérations qui arrivent, et en violet, notamment les nouveaux TROD cystiques qui vous montrent aussi que c'est en train de percer. Je conclurai en fait sur les dernières missions par cette dernière slide pour vous montrer que au travers des officines, l'officine a un vrai rôle au niveau de santé publique. Lorsqu'on voit en fait autour des nouvelles missions, tant au niveau du rappel vaccinal, il y a une pénétration qui a été incroyable, et je pense que ça a été plébiscité par l'ensemble des Français. En termes de TROD, même les entretiens de femmes enceintes, il faut savoir qu'on parle autour de 3500 d'entretiens par mois, mais c'est quelque chose qui est ancré aujourd'hui, qui est en pleine croissance dessus. Et vous voyez, ce sont des services en fait qui sont arrivés à l'officine. Et je terminerai par le dernier en fait, le TROD cystite, qui a percé en fait depuis qu'on peut délivrer en fait l'antibiotique, qui permet en fait d'avoir une pénétration très intéressante en termes d'officine avec 60% de couverture. Voilà, on a essayé de faire vite. Désolé Christelle, cher Laurent, il y a tellement de choses à dire, mais en tout cas, on aura plaisir avec Flore d'échanger autour de ces chiffres au cours de la pause, si vous le souhaitez. Il y aura une petite séance de questions. Merci beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Par contre, c'est toi qui fais.
Merci à tous les deux. Merci. Cher Antoine et Flore, merci beaucoup. Donc, après ce tableau macroéconomique, je demande à Emmanuel Leroy, associé chez Rich Conseil, de nous rejoindre pour nous apporter une analyse territoriale. Je pense que vous examinerez les typologies d'officines, les spécificités locales, les zones exposées et peut-être aussi les modèles résilients. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très loin, hein. Il y a un cordon sanitaire entre nous là. Donc moi je m'appelle Emmanuel Leroy, je suis associé chez Rich Conseil. Rich Conseil, c'est le nouveau nom de KPMG pour l'expertise comptable et le conseil. Donc finalement ça fait 100 ans qu'on existe, ça fait 100 ans qu'on accompagne les pharmaciens, ça fait 33 ans qu'on fait nos moyennes professionnelles. Et on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour aller un petit peu plus dans le micro par rapport à ces différents sujets. Je vais essayer de tenir le timing, hein. On m'a dit que j'avais un petit peu de temps. C'est pas vrai. Hein. 3 points. Oh là, attention. Décrypter les typologies d'officines avec un mariage si on veut, mais un maillage surtout pluriel. On fera un point sur l'économie officinale qui est quand même, hein, on va le voir, un modèle sous contrainte. Et puis, quels sont les atouts dans le jeu des pharmaciens pour rester debout, hein. C'est un peu inquiétant de voir ces fermetures. Il y a quand même un certain nombre de pharmaciens qui sont plutôt résilients. On va voir ensemble quel type de pharmacie pourrait être parmi ces plus résilientes. Le maillage. Chez Rich Conseil, on accompagne 1600 pharmaciens. On fait nos moyennes professionnelles avec à peu près 900 bilans de nos clients pharmaciens. Et nos clients pharmaciens, ce sont à 6,2% des clients en centres commerciaux, hein, les gros centres commerciaux régionaux. C'est 49% en zone urbaine, mais c'est aussi 44% de nos clients qui sont en zone rurale. On a 200 bureaux sur l'ensemble du territoire. On en a aussi dans cette fameuse diagonale du vide. Et nous allons pouvoir ensemble regarder quels sont les impacts de cette zone géographique sur l'économie des officines. On fait aussi une ventilation par niveau de chiffre d'affaires. Clairement, c'est une donnée qu'il va falloir changer dans les années à venir, puisqu'on dit qu'une petite officine fait moins d'1,1 million d'euros de chiffre d'affaires hors taxe. Finalement, aujourd'hui, la petite officine, elle est sans doute plus en dessous des 1,3 million, voire des 1,5 million. On a la moitié de notre panel qui est plutôt une officine moyenne, et quand même 36% des officines qui sont au-dessus de 2,2 millions. Mais on sait bien que le chiffre d'affaires n'est pas forcément le meilleur ratio à suivre, notamment avec les produits chers qui sont de plus en plus importants dans l'économie de nos pharmacies. J'ai voulu vous faire aussi un petit point sur le nombre de titulaires. On a quand même 71% des officines qui sont gérées par un seul titulaire. D'accord ? Dans les entreprises, un seul dirigeant, c'est souvent signe de fragilité dans les gouvernances. On parlait des groupements et aujourd'hui, pour faire face justement au fait que le pharmacien est seul derrière son comptoir à devoir tout gérer, il va falloir qu'il s'adosse à un groupement et aux équipes du groupement pour pouvoir être aussi un petit peu plus résilient. Finalement, il n'y a que 25% de nos officines qui ont deux titulaires. Hein. C'est plutôt souvent assez confortable de pouvoir se partager un peu la gouvernance de sa pharmacie. Le modèle est sous contrainte, vous le savez tous, on le voit dans nos chiffres, en termes d'évolution de chiffre d'affaires, on l'a vu avec les chiffres d'Ivica, hein. Nous ce sont les chiffres de nos clients pharmaciens, hein. On n'est pas connecté sur leur LGO, vraiment c'est la comptabilité qui nous donne ces informations et qui nous montre qu'en 2024, on a eu une progression moyenne de 4,4% du chiffre d'affaires de nos clients pharmaciens. On voit très bien le pic qu'il y a eu au moment du Covid, hein, mais on pouvait aussi imaginer qu'après la période Covid, on allait avoir une baisse du chiffre d'affaires. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On va le redire, hein, les produits chers ont pris le relais sur les activités Covid. Malheureusement, pas avec le même niveau de marge. Derrière ces 4,4% de progression se cachent quand même des disparités, hein. La moyenne, on sait ce que c'est, la médiane, 50% performent, 50% sont en dessous de cette médiane. La médiane est à 3,2% et on a quand même 32% de nos clients pharmaciens qui voient leur chiffre d'affaires baisser sur le dernier exercice. On peut aussi se féliciter du décile le plus performant qui, lui, voit son chiffre d'affaires augmenter de 15,5%. L'augmentation, elle se fait beaucoup sur le médicament, mais attention,
ce sont les produits chers qui tirent les médicaments vers le haut. On voit que sur la parapharmacie, on a aussi des évolutions qui peuvent être significatives. Le taux de marge. Alors là, le taux de marge, réellement, si on s'arrêtait sur un taux, là, on peut se dire qu'il y a de vraies difficultés pour les pharmacies, puisqu'on était toujours aux alentours voire au-delà des 30%. Et là, sur les derniers exercices, on descend à 28,3%, donc vraiment très bas. Un décalage du taux de marge dans les officines. Est-ce que réellement, c'est le taux de marge qu'il va falloir suivre? Vous savez bien que non, on va plutôt regarder le volume de marge dans les pharmacies. Si j'ai un chiffre d'affaires qui augmente très vite à cause des produits chers qui sont plus importants, avec une marge plus faible sur ces produits, mécaniquement, on est tous un peu des scientifiques, on sait faire une règle de 3, on verra bien qu'on aura une baisse du taux de marge et pas forcément une baisse du volume de marge. Malgré tout, je vous dis ça, mais en 2024, on a constaté une baisse du volume de marge de 1,1% en moyenne chez nos clients pharmaciens. Passons sur la moyenne et regardons ce qui s'est passé en termes de médiane. En termes de médiane, on est à moins 1,5%. On a quand même une évolution négative du volume de marge. La marge, chez nous, c'est la rémunération officinale. Il y a vraiment tout. Il y a la marge commerciale, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un shampoing, mais aussi toute la rémunération officinale, les rémunérations sur objectifs de santé, les nouvelles missions, les locations, la totalité. Sur la totalité de cette rémunération, on a 56% des pharmaciens qui voient leur volume de marge diminuer. Les 10% les plus performants ont une augmentation de 7,9% de leur volume de marge et les 10% les moins performantes et certainement les plus fragiles et sans doute celles qui vont fermer dans les mois et les années à venir ont une baisse de leur volume de marge de 10%. Je vous rappelle que perdre un mois de marge, c'est perdre 8,33%. Là, on perd plus d'un mois de marge sur l'année. On a parlé du chiffre d'affaires, on a parlé du volume de marge. Avec ce volume de marge, il faut payer ses frais généraux, payer ses salariés, pas encore payer le titulaire. Là, on parle de l'EBE retraité, la performance commerciale de gestion. Eh bien, cette performance commerciale de gestion, avant rémunération du titulaire, avant paiement de l'emprunt, avant paiement des impôts, elle baisse en 2024 de 7,8%, je crois que c'est ça. Et ce qui est surtout intéressant, plutôt inquiétant, c'est que finalement, en base 100 en 2019, ma performance commerciale de gestion en 2024 est à 100. Aucune progression. On a eu une augmentation forcément pendant la période Covid, mais ce qu'on a perdu sur ces 2 dernières années nous fait nous retrouver en base 100, comme nous l'étions en 2019. Et 64% des officines, donc c'est 2 officines sur 3, voient leur performance commerciale de gestion diminuer. Alors vous m'excuserez, il y a un petit problème là sur les 2 derniers, il ne faut pas avoir des moins, c'est plus 5,2, plus 19,4, c'est pas très grave. On a quand même, vous le voyez, le décile le plus performant qui voit sa performance commerciale de gestion augmenter de 19%, et les moins performants perdent quasiment un tiers de la rémunération officinale sur l'année. Les tensions économiques sont réellement là, mais ce ne sont pas des tensions conjoncturelles, mais vraiment structurelles de l'officine. C'est ça qui est différent. Ce n'est pas la conjoncture qui est très difficile, une conjoncture, ça se retourne. Non, là, c'est structurellement, les officines sont en difficulté. Quels pourraient être les atouts pour rester debout, les pharmacies rurales. Les pharmacies rurales ont aussi des atouts. On voit que la croissance du chiffre d'affaires dans les pharmacies rurales est un peu moins importante qu'en moyenne sur nos officines. On voit aussi que la marge est légèrement en retrait dans ces pharmacies rurales. On a quand même des charges externes qui restent un petit peu plus faibles dans ces structures et peut-être une concurrence moins directe que celle qu'on va pouvoir retrouver en centre commercial ou en zone urbaine, et surtout un levier de croissance qu'il peut y avoir en zone rurale, où on l'a vu que la désertification médicale, la perte de médecins généralistes avait un impact sur la fragilité vraiment directement, c'est d'aller vers ces nouveaux services, vers ces nouvelles missions qui sont offerts aux pharmaciens aujourd'hui pour prendre un peu le relais de ces soins de premier recours, qui ont toujours été au cœur de l'activité de nos clients pharmaciens.
Les pharmacies de centres commerciaux n'ont pas tout à fait les mêmes problématiques, mais ce qu'on constate, nous, quand même, c'est que déjà, dans les centres commerciaux, souvent, le chiffre d'affaires n'est pas du tout à prépondérance sur le médicament, donc moins d'impact des politiques de santé sur ces officines. Par contre, une vraie tension sur les frais généraux avec les coûts de structure qui augmentent, les grands centres commerciaux qui ont tous été rachetés par des grands groupes avec des loyers qui augmentent, et surtout une pression salariale importante, puisque dans ces grands centres, forcément, on a des plages horaires très importantes, donc des équipes plus importantes, et la tension sur les coûts salariaux est plus importante dans ces officines. Là, on est vraiment sur des officines où le levier, c'est l'effet, ça va être l'effet volume. Hein. Finalement, nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, sur nos clients qui sont en centres commerciaux, qui font de la parapharmacie, ne sont pas spécialement attaqués par les nouveaux faiseurs. On parle beaucoup des sites de vente en ligne. Il y a encore une vraie puissance, malgré tout, de la Croix Verte qui donne confiance à ses clients, qui ne sont pas des patients, hein, qui viennent chercher des produits de parapharmacie dans ces outils. Et puis, les pharmacies de zone urbaine, hein, avec un vrai levier sur la qualité du conseil. Hein. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu moins important. Il y a même des pharmaciens, je vais vous parler de mes clients, hein, qui réfléchissent à se dire, est-ce que réellement j'ai encore besoin d'avoir toutes ces gammes de parapharmacie qui mobilisent un stock important dans mon officine? Est-ce que je ne peux pas laisser cette activité à d'autres officines plus grandes qui auront des conditions d'achat qui seront meilleures, et moi me recentrer sur mes activités liées au conseil, liées au service, avec de la digitalisation. Vous en avez parlé, hein, la digitalisation, pardon, c'est aussi un gain de temps énorme. Il y a des outils qui sont aujourd'hui à disposition des pharmaciens, notamment nous, ce qui nous touche vraiment, hein, c'est dans la gestion administrative des officines. On voit bien aujourd'hui que le pharmacien, avec des outils comme DigiPharmacie, gagne énormément de temps dans la gestion de ses factures, par exemple. Hein. Et puis, c'est offrir aussi une offre personnalisée par rapport à sa patientèle. Pour terminer, on a des facteurs de résilience. Le premier facteur de résilience, et là, que les pharmaciens se retournent vers leurs conseils, et notamment leurs experts comptables, c'est d'avoir des outils de pilotage. Dans un environnement économique tendu, il faut les outils de pilotage pour suivre son chiffre d'affaires par taux de TVA, sa marge, sa performance commerciale de gestion, les honoraires, la part des nouveaux services aussi. Hein, c'est important de savoir où on en est. Finalement, aujourd'hui, on me dit qu'il y a un relais de croissance sur les nouvelles missions, où j'en suis dans ces nouvelles missions. Donc, piloter ces éléments, peut-être revoir sa structuration juridique, hein, pour les pharmaciens qui n'auraient pas encore franchi le pas. Se transformer aussi au niveau des RH. Hein. La gestion du personnel n'est plus la même en 2025 qu'elle l'était à la fin des années 90, quand j'ai commencé à m'occuper des pharmaciens, avec des choses importantes à faire sur l'attractivité, sur la formation aussi des équipes, sur la performance par ETP, effectif équivalent temps plein. Sur l'intéressement aussi, il y a beaucoup de leviers au niveau de l'intéressement. Et enfin, une capacité aussi à s'adapter. Aujourd'hui, le pharmacien doit s'adapter, et on le voit dans certaines officines. On ne va pas faire du jeunisme en particulier, mais certains pharmaciens qui sont un peu âgés, qui sont depuis très longtemps dans leurs officines, ont parfois du mal à prendre ce recul qui leur permettrait d'aller vers ces nouvelles missions, vers la digitalisation. Et c'est le rôle des groupements, je sais qu'il y en a beaucoup dans cette salle, de les accompagner, hein, même ces pharmaciens qui sont peut-être proches de la sortie. Pour conclure, une petite conclusion. Une pharmacie qui ferme, ce n'est pas nécessairement celle qui est mal placée. Hein, on l'a toujours dit, un commerce, l'emplacement est prioritaire, ok, mais c'est aussi celle qui parvient à transformer son modèle. On est en plein dans la transformation du modèle officinal, et c'est très bien, mais ça demande de l'énergie. Hein. Les clés aujourd'hui, c'est comprendre sa marge, c'est anticiper ses charges, c'est valoriser ses services. Hein. Valoriser ses services, ça c'est pour l'ensemble des acteurs de l'économie. Aujourd'hui, le pharmacien rendait beaucoup de services à ses patients gratuitement. On leur donne la possibilité aujourd'hui d'avoir ces nouvelles missions rémunérées. Eh bien, c'est ça qui fera que même en zone fragile, on peut être aujourd'hui une officine forte. Je vous remercie de votre écoute.
Je vous remercie vraiment, tous les quatre, pour cet éclairage. Merci d'avoir su en fait restituer de façon ultra synthétique l'esprit du livre blanc dans son étude d'impact, et puis bien sûr d'avoir mis en exergue les points clés. L'évolution, enfin ce que je comprends en tout cas de la présentation d'aujourd'hui, c'est que l'évolution du nombre de pharmacies en regard des caractéristiques démographiques et géographiques, les indicateurs économiques et de gestion sont fondamentaux. Ce n'est pas une surprise pour évaluer et comprendre l'accessibilité réelle, donc l'ancrage dans le parcours de soins.